Seigneur, le Dieu qui nous fait grâce, le Dieu de la guérison, le Dieu qui dispose le temps en notre faveur. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni soit ton nom, grand Dieu de l'univers. Toi qui nous disposes le temps, toi le Dieu de toute guérison, le Dieu de toute grâce, de bonté. Personne n'est comme toi. Nous bénissons, nous célébrons ta grandeur et ta majesté, grand Dieu. Nous te bénissons, nous te remercions parce que tu disposes le temps en notre faveur. Tu es le Dieu qui nous guérit, le créateur du vrai bonheur. Voici, tu nous accordes le bonheur, oh Dieu. Et personne n'est comme toi, grand Dieu, Père. Et le bonheur, c'est ce que tu nous accordes. Nous voulons te remercier, grand Dieu. Et tu nous accordes des bienfaits visibles et invisibles. Nous voulons t'adorer, te célébrer, te remercier. Dieu puissant et fort et véritable. Que ton nom seul soit béni. Alléluia. Adonai, Seigneur des Seigneurs. Que ton nom seul soit béni. Nous acclamons l'Éternel. Il est digne d'être célébré. J'invite le coordonnateur. Alléluia. 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 Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je vous prie de vous asseoir pour un instant. Le 1er mai, c'est une journée réservée aux hommes. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et je voudrais vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais saluer particulièrement notre pasteur, le bishop Merlot, que je voudrais qu'il s'élève pour que les gens lui disent bonjour. Il vient de loin, il vient de la France. Et ça fait 2 ans qu'il nous soutient dans nos activités. Et nous sommes reconnaissants envers vous, pasteur. Que Dieu vous bénisse. En ce jour, nous avons choisi de parler, nous avons choisi comme thème les dimensions de la miséricorde au quotidien. C'est ça notre thème principal, qui est le thème de l'année aussi, le thème sur lequel nos pasteurs nous édifient chaque dimanche. La miséricorde. Je ne vais pas en parler plus, puisque nous en parlerons tout à l'heure. Mais nous avons toujours, le 1er mai, nous avons 2 sujets. Nous avons un sujet scientifique et un sujet spirituel. Pour les sujets qui sont scientifiques, nous avons choisi de parler de 2 points. Nous allons parler de la gestion des temps. Pourquoi avons-nous choisi cela? Chaque jour, nous courons. Chaque minute qui passe dans notre vie, c'est une année qui est commencée. On peut dire, rattrapons le temps, mais une minute qui est passée hier, vous ne saurez pas le rattraper aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler dessus puisqu'il y a quelqu'un qui va nous parler de ça en long et en large. Et le deuxième point que nous allons parler, ça sera les maladies liées aux hommes. Et là, nous parlerons particulièrement des cancers de prostate en question. Pourquoi parler des cancers de prostate? C'est parce que c'est une des maladies qui, statistiquement, les cancers qui amènent beaucoup de gens dans des situations très difficiles et parfois à la mort. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi, pour que nous puissions en parler. C'est un cancer qui ne concerne que les hommes. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, il faut qu'on en parle et qu'on puisse comprendre ce que c'est, afin de prévenir cette maladie. Et enfin, on parlera de le plus grand sujet, le sujet
essentiel, le sujet le plus important qui est la miséricorde au quotidien. Ça sera l'après-midi. Sans trop prendre beaucoup de temps, je vais inviter le pasteur Paulin, qui est le pasteur de cette église. J'aimerais bien que nous puissions l'applaudir. C'est celui qui nous reçoit aujourd'hui dans son église. Je vais l'inviter pour qu'il prie pour l'ouverture de cette réunion. Alléluia. Béni soit Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce parce que c'est toi qui nous reçois dans ces lieux. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Toi qui as placé de chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, pour lui faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Tendre Père, nous te rendons gloire et grâce pour la vie que tu nous as donnée, pour l'esprit que tu nous donnes. Merci pour la sagesse. Merci, tendre Père, pour cette réunion. C'est toi que nous couronnons roi de cette réunion. Et c'est toi que nous invitons dans cette réunion pour régner, Seigneur notre Dieu de gloire. Et nous te remettons toutes choses, tout le déroulement, Seigneur notre Dieu. Nous avons déjà commencé la louange et l'adoration devant toi. C'est ce que nous devons faire normalement. Oui, tendre Père, nous te disons merci pour chaque homme qui a pris son temps pour venir dans ces lieux, pour, Seigneur, recevoir de toi quelque chose. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Ta parole va produire, Seigneur notre Dieu, beaucoup de choses dans la vie de ceux qui l'entendent, ceux qui la reçoivent. Seigneur notre Dieu, seront plus jamais les mêmes. Ils seront transformés et transportés, Seigneur notre Dieu de gloire, parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Oui, ton Esprit, Seigneur, va toucher l'esprit de chaque personne dans ces lieux pour recevoir la vie de chaque personne, de chaque parole. Seigneur, comme tu as dit à Jacob, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas, que je n'ai terminé, n'est-ce pas, d'annoncer, d'accomplir tout ce que je viens de vous annoncer. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, ce que tu vas nous annoncer, tu vas l'accomplir dans la vie de tout un chacun. Et nous te bénissons pour cela, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous te recommandons l'homme de Dieu qui va nous parler de ta part. Seigneur notre Dieu, qui ne nous parle pas par l'expérience, mais qui nous parle selon ta parole, selon ton esprit, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, le oindre de la tête, Seigneur notre Dieu, et que tout ce qu'il va proclamer, ce sera la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. J'aimerais maintenant que nous puissions nous lever. Vous regardez celui qui est à côté de vous, vous faites connaissance, vous lui serrez la main, vous lui dites que soyez les bienvenus dans la réunion des hommes. Vous pouvez vous déplacer pour que nous puissions nous saluer les uns les autres. Avec sourire. Tu ne vas pas prendre. Alléluia. Que c'est merveilleux quand les hommes se retrouvent entre eux. Sentez-vous libre. Amen. Nous allons commencer notre premier sujet, qui est la gestion du temps.
L'orateur de ce matin, c'est notre frère qui est vice-président de l'Association des hommes des Gants. Il s'agit de notre frère Miala Ndongala Jens. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Nous avons étudié ensemble. Nous sommes mariés presque au même moment. Nous avons eu des enfants. Et ensemble, quand on habitait à la région des Jouas, nous avons décidé, nous deux, de mettre nos enfants dans l'école néerlandophone. Et on faisait chaque jour 30 km pour aller les déposer à Tongres. On faisait des tours de rôle. Parfois, c'est lui qui les emmenait, et parfois, c'est moi qui les emmenais. Notre frère, il travaille au ministère des Finances. Et Dieu lui a donné cette grâce. Il est tenté de faire son doctorat en révisorat d'entreprise ici à Mons encore. Et c'est lui qui va nous parler de la gestion des temps. Et je vais inviter notre frère Jens Miala. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a un ordinateur où je peux brancher? Il y a le PowerPoint. Alléluia. Comme avait dit le président national, je suis un ancien de Liège. Nous avons été avec lui à l'université. J'ai déménagé, je suis allé à Gand. C'est très loin, j'ai fait un grand pas parce que les enfants étaient déjà quasi bilingues. Voilà, je suis allé là-bas. Et depuis, je travaille sur Bruxelles. Enfin, je travaille à Bruxelles, mais je travaille sur la région de Wallonie, disons. Je ne suis pas du ministère des Finances, je suis inspecteur à l'Office de contrôle de mutualité. Je suis inspecteur financier. Mais je fais dans l'entretemps des études. J'ai terminé à Liège, donc, mais il y a quelques temps ici, j'ai parfait ma formation. J'ai fait un master complémentaire en analyse, contrôle et révisorat. Et depuis, je me suis inscrit à Mons où j'ai trouvé un promoteur pour préparer une thèse de doctorat. Je suis aussi président de la communauté angolaise de Belgique. J'ai plusieurs casquettes à la fois et je suis vice-président du département des hommes à Gand. Évidemment, c'est une matière qui m'a toujours interpellé en tant qu'homme, la gestion des temps, en tant qu'homme avec plusieurs casquettes, bien entendu, des pères, d'étudiants, des fonctionnaires, des maris et les responsabilités de l'Église. Mais ça m'a toujours interpellé aussi par rapport à mon environnement. J'ai toujours remarqué que la gestion des temps, en tout cas, c'est un défaut parmi plusieurs d'entre nous. Voilà pourquoi, lors de la convention nationale, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé au président national. Je lui ai parlé et je lui ai dit, mais j'aimerais bien animer un jour cette thématique, parce que ça nous touche tous. Vous imaginez, chaque matin, nous sortons de nos maisons, nous sortons, en tête, il y a un programme, laisser les enfants à l'école, pour ceux-là qui en ont encore de très jeunes, sinon prendre le train ou la voiture, aller au boulot, après le boulot, aller visiter un membre de famille ou une réunion par-ci, par-là, revenir à la maison, réunion des parents parfois à l'école. Parfois, à la fin de la journée, on a l'impression d'en avoir plein la tête.
pourtant nous avons tous la même quantité de temps. En termes d'heures, nous en avons 24 heures tous, nous en avons la même chose, nous avons la même quantité. En termes de 24, 28 jours ou 30 ou 31 jours selon le mois, 365, 366 jours sur l'année. On a l'impression qu'on n'en a pas assez. Je ne sais pas si on a projeté, on projette déjà. Ah ben voilà, au-dessus de moi. Mais voilà pourquoi, donc ce matin, nous allons essayer d'aborder cette problématique. Nous allons parcourir, d'abord analyser ces concepts de temps. Très rapidement, je ne vais pas en abuser du temps qui est imparti, une fois encore la gestion du temps. Analyser nos habitudes et le piège en lien avec notre relation au temps. Évidemment, nous allons dégager par là un certain nombre de faiblesses et de menaces qui nous fait que nous bouffons notre temps parfois sans nous en rendre compte et entrevoir ensemble aussi, entrevoir, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, en tout cas des recherches courantes, en tout cas dans ce domaine, la gestion des temps. C'est même présent dans les entreprises. Il y a des séminaires, nous-mêmes on a été envoyés dans le cadre de mon travail en séminaire par rapport à ces cours-là. Donc je ne fais pas mes recherches dans ce domaine, je fais les recherches dans le domaine d'audit, de contrôle et de comptabilité. Mais comme je disais tantôt, c'est une matière qui m'interpelle à tout moment. Et enfin, donc nous allons élaborer, en tout cas entrevoir des pistes de solutions, comment on peut gérer au mieux les temps. J'aime bien reprendre cette citation de Beverly Trey. Le temps, c'est le bien le plus cher qu'un être humain puisse dépenser, et bien qu'il en existe en quantité illimitée, on ne peut jamais les retrouver après l'avoir perdu. Il est essentiel, en tout cas c'est l'objectif de ces séminaires, donc, je résume, c'est à mieux nous contrôler, à mieux contrôler notre temps, c'est à mieux nous aider à tirer le meilleur profit, en tout cas, à bien nous organiser par rapport au temps. Et voilà, en sommaire, j'avais déjà parlé du sommaire de quoi nous allons être animés ce matin en prélude, bien entendu, du passage du docteur Lufuma, qui nous parlera encore de maladies des hommes. Mais voilà, donc en sommaire, nous allons parcourir un peu, voir très rapidement ce que c'est le temps, les concepts de temps, qui a plusieurs dimensions, mais aussi voir nos habitudes, nos pièges en lien avec nos relations au temps, sortir les forces et les faiblesses, évidemment les menaces aussi, parce que les menaces, c'est par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, et entrevoir et vous proposer des solutions, des pistes de solutions que j'ai trouvées dans la documentation. Mais c'est quoi le temps? Je crois que si on demande à chacun d'entre nous le temps, on dira « je connais le temps ». Mais il faut qu'on demande à le définir. En tout cas, beaucoup diront « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Le temps, le temps. C'est le temps, nous savons. C'est cette quantité des heures, des jours, des mois. Mais c'est quoi le temps? On a des difficultés à trouver ce que c'est le temps. Ici, je peux avoir... Après. Voilà. C'est quoi le temps? Le temps, en fait, s'inscrit dans l'essence même de notre vie. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais comment le définir? Le temps, dans son concept, il y en a plusieurs dimensions. Le temps, c'est donc la durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits.
J'ai donné un exemple, le temps qui passe, mais rien ne change. C'est le temps, le cours des événements. Mais le temps peut être aussi mesurable. Une période, un laps de temps délimité, la durée, les délais, les échéances, c'est là aussi le temps. Le temps, mais c'est aussi l'état atmosphérique, qu'il fait très mauvais aujourd'hui, il a plu le matin, hier il a fait très mauvais. C'est aussi le temps, les moments, les occasions, les propices. La révolte, on parlait il y a quelques années encore, les printemps arabes, le printemps, c'est le temps. Donc, le temps a plusieurs dimensions, mais c'est quoi ce temps? Nous estimons très rarement que nous en avons assez. Comme je disais tantôt, après une journée très chargée, on se dit, mais je n'ai pas eu assez de temps aujourd'hui. Moi, ce qui me fascine, ce qui m'a interpellé quand je suis arrivé en Belgique pour la première fois, ce sont les horaires de bus. On voit 8h52, il y a un bus qui passe. À 8h56, il y a un autre qui passe. On n'a pas cette dimension, en tout cas, de réflexion. Et au bout, même les horaires des trains, moi, ça me fascinait en tout cas. Une fois, je devais prendre le bus à Gand pour me rendre au travail. Le bus était à 7h36. Je suis arrivé vers 7h30. On aime bien arriver plus tôt. Ici, alors tout est prévu par rapport au temps qui n'est pas parfois très agréable, mais parfois aussi il neige ou il pleut. Il y a vraiment des horaires qui sont fixés de manière très pointilleuse. Je suis arrivé à 7h30. Je vis à une dame d'un certain âge qui est arrivée vers 7h34. Mais à 7h36, le bus n'était pas là. 7h36, je l'ai vu en train de regarder sa montre. 7h39, à l'horizon, le bus se pointe, il regarde encore sa montre, il a vu que le bus arrivait avec un retard. Le bus est arrivé, je l'ai laissé entrer. Il regardait le chauffeur, dans l'idée que le chauffeur lui dise quelque chose, mais rien n'y était fait. Et nous sommes allés jusqu'au bout du bus, tout au fond, il y avait encore de la place, je me suis mis à côté d'elle, cette flamande. Je dis, mais elle n'a même pas dit excuse. Elle ne s'est même pas pardonnée. Voilà, elle est en retard, le bus est en retard, mais rien dit. 4 minutes. Donc ici, on le remarque quand on est dans les embouteillages, le temps, c'est long. Le temps nous manque. On a rendez-vous à 9h, on est encore à 7h30 dans les embouteillages, ça ne roule pas. Le temps, c'est l'infini. Ah, mais ça dure longtemps. Enfin, je dirais, c'est le contraire. Quand on s'amuse, on festoie, à peine on a commencé à minuit, il est déjà 4h, à peine on a commencé à danser, que le temps passe vite. Mais quand on est dans l'embouteillage, le temps, c'est l'éternité. Évidemment, il y a cette perception du temps qui dépend. Il y a Edward Hall, que j'ai lu, un anthropologue américain, qui, lui, perçoit la gestion du temps selon des systèmes. Certains ouvrages parlent de 2 cultures. La culture monochrone, chronos, qui est temps, mono, c'est un seul temps. Évidemment, la culture monochrone qui prévale ici en l'Occident, je vais dire de manière générale, est l'héritage en fait de la révolte, la révolution industrielle anglaise, où tout est programmé, chaque activité est programmée et il y a une concentration sur chaque activité
on ne fait qu'une chose à la fois, évidemment. Un code élaboré prescrivant l'exactitude des horaires. C'est comme un peu je disais tantôt pour le bus. Dans les industries, c'est pareil. Il y a une chaîne d'évolution, tout est chronométré. Et à la fin de la journée, on sait, vous avez travaillé combien de temps et combien vous avez produit pendant ce temps. C'est une perception monochronique qui définit Edouard Hall. Le temps est perçu comme, de manière linéaire, comme un ruban qui se déroule, qu'on mesure en avance et qu'on peut même découper en segments. Et chaque segment a une activité. C'est ça la perception du temps. Évidemment, nos enfants qui baignent dans cet environnement sont entre des individus monochroniques aussi. Nous, on n'a pas vécu ça. Moi, je marchais à pied pour aller à l'école. À Matadi, la ville où je suis né, il y avait l'ONATRA qui avait des sonneries très fortes qui nous réveillaient. À 6 heures, déjà, il y avait une sonnerie. On n'avait que nos pieds et puis on a chronométré un peu le temps de marche pour savoir combien de temps je prendrais et l'heure de départ. Ici, nos enfants sont monochroniques. Tout est fonction de l'heure. Le bus, les trains qu'ils vont prendre par la suite. Donc, voilà une définition de monochronique selon Edouard. La culture monochronique selon Edouard Hall. À l'inverse, donc, dans cette culture, tout est programmé. Tout est programmé. Il y a la culture polychronique, à l'inverse, où on programme très peu. À certains égards, même pas du tout. Les temps, on fait plusieurs choses à la fois. Plusieurs choses à la fois. Et parfois, on n'en termine pas tout. Sans ordre, sans agenda. Les relations interpersonnelles priment sur le plan établi. Les interruptions, il y en a plein. Les changements, c'est la culture monochronique. Je crois que nous, en tant qu'Africains, je peux le dire en tout cas ainsi, nous avons une culture polychronique. Parfois, on ne voit pas trop le temps qui passe ou on n'est pas trop réglo par rapport au temps. Et je crois que nous allons nous défaire de l'image qu'on fait de nous, en tout cas africains, de manière à trouver, en tout cas, à entrevoir dans le cadre de ce séminaire ici, dans le cadre de cette formation, enfin, information, je veux dire, on ne fait pas une formation, un grand cours de plusieurs heures, enfin, de 30 heures en 1h30. J'ai fait un effort, en tout cas, de comprimer ces cours de manière à pouvoir permettre, pour ne pas abuser du temps, en tout cas, de contenir l'essentiel pour nous permettre d'avoir une idée, en tout cas, de manière optimale de gérer le temps. Mais le tout, il faut maintenant analyser notre habitude par rapport au temps. Dans certains ouvrages, on parle de démons. Dans d'autres, on parle de bouffe-temps. Nous sommes nous-mêmes parfois responsables de notre manque de temps, de notre organisation. Et il faut se connaître, il faut faire une analyse soi-même pour savoir quels sont les bouffe-temps qui nous collent à la peau, quels sont les bouffe-temps, en tout cas les démons qui s'accablent de notre manière de nous organiser. Et ce que j'ai nommé ici les démons du temps. Les démons du temps, il y en a plusieurs. Si j'ai énuméré les démons de la pensée magique, ça nous empêche d'être lucides. Et le manque de réalisme, ça nous empêche d'être réalistes. Il y en a parmi ces démons, les démons cigales. Ici, c'est de pouvoir s'identifier, de pouvoir analyser soi-même ce que l'on est. C'est un peu comme dans certaines études de marketing, on fait l'analyse SWOT,
On analyse les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités, de manière à pouvoir, les forces à les rentabiliser, mais les faiblesses à pouvoir trouver des solutions de manière à ce que ces faiblesses deviennent des forces et les menaces, voire à ce qu'elles deviennent des opportunités. C'est quasi la même logique ici, à nous identifier par rapport à certains démons. En tout cas, soi-même, on sait, et entrevoir des solutions par rapport à ça. Les démons cigales, c'est comme on peut dans la fable de La Fontaine, le démon n'existe pas. Il n'y a pas d'anticipation. Il n'a même pas d'agenda. Il attend le dernier moment pour faire ce qu'il doit faire. Évidemment, ça crée des stress, ça crée des soucis. Et ça nous accable tous. Jusqu'à hier soir, j'étais encore avec le président national en train d'imprimer les supports ici, pour dire qu'on attend les 2 minutes. Le président m'en a parlé, enfin on en a discuté il y a quelques mois déjà, enfin quelques jours déjà. Je me disais, j'ai le temps. J'ai le temps. Une semaine, je ne sais pas s'il me rappelle, j'ai dit, j'ai le temps, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai attendu avant-hier encore pour commencer. Je n'étais pas. Il me demande, donne-moi le support. J'ai dit, je veux te le faire. Mais finalement, c'est hier que je lui avais envoyé. Ça nous colle. C'est une habitude que nous avons. Il faut l'identifier en tant que tel, de manière à chercher des solutions. Le démon marmotte, lui, il est plein, il rêve. Il rêvasse. Il n'accomplit même pas ses tâches. Il rêve de beaux projets, de belles paroles, de beaux projets avec toute l'analyse, mais il n'en réalise aucun. Ça, c'est le démon marmotte. On se reconnaît par rapport à ça. Il y en a, nous sommes spécialistes dans des projets, nous sommes spécialistes à parler, à raconter, mais lorsqu'il faut aller dans l'essentiel, parfois on n'y va pas. Et ça fait que c'est un démon qui nous bouffe le temps, qui nous empêche en tout cas d'évoluer, d'être optimal dans la gestion de notre temps. Les démons de pendule folle, qui sous-estiment le délai. Non, j'en aurai pour 2 jours pour terminer ce travail. On ne tient pas compte de certaines dimensions, de certains paramètres. J'en aurai 2 minutes ou 2 jours. Mais finalement, lorsqu'on se met, on en a plus que 2 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle le démon de la pendule folle. Il y a le démon de non-choix. Ces démons nous font hésiter. Nous font hésiter. Et nous amènent à éprouver les difficultés à prendre position ou à prendre des décisions. Parmi ceux-là, parmi ces démons dont de non-choix, il y a démon balance, qui nous rappelle sans cesse que choisir, c'est renoncer. Il analyse tous les paramètres, mais il ne décide pas, au final. Il ne fait rien. Le démon Sancho pensa, qui surestime les difficultés. Non, c'est difficile, je n'arriverai pas à le faire. C'est tellement difficile, non. Prendre ce chemin-là, je n'arriverai pas à le faire en tout cas. Mais parce que pour que nous prenions un chemin, un raccourci, le chemin le plus court, ou ce qui est plus facile à faire, donc ça nous amène à prendre des projets modestes, alors que nous pouvions bien y arriver avec le projet initial, mais ça nous rappelle toujours, non, c'est difficile. N'y va pas, tu n'arriveras pas. Les démons sans chaud, les démons ont, qui dilue la responsabilité, qui entretient un flou entre le collectif et l'individuel. On va faire, mais finalement on ne le fera jamais. Et lorsqu'on va le faire, on ne sait pas qui fait quoi. C'est aussi un bouffetant. C'est à nous de nous reconnaître par rapport à tous ces démons et, comme disais, à trouver solution. Non, on va faire. Et puis on va se téléphoner. Et puis on se téléphone même pas. Même quand on va téléphoner, la politique s'en mêle. Et puis, ce qu'il fallait faire, on ne le fait pas. Et lorsqu'on va le faire, on n'a plus le temps de le faire. Et puis, arrive le surménage. Et puis, on n'a plus le temps suffisamment de le faire. Il y a les démons de l'échec en cours. Nous empêchent d'aller au bout de nos projets.
et de tenir surtout les objectifs. Parmi ces démons, il y a les démons papillons qui provoquent l'agitation, la dispersion. On fait plusieurs choses à la fois. Évidemment, quand on fait plusieurs choses à la fois, il arrive qu'on n'en termine pas. Aucun. Et on est stressé. C'est aussi un bouffeton, c'est aussi un démon auquel nous devons nous identifier. Si tel est le cas, les solutions existent. Les démons soient sympas. Celui-là se dévoue à corps. Comme je disais tantôt dans Polychrone, les relations interpersonnelles priment sur ces objectifs. Parfois, il a à faire, mais quand on lui demande, à faire quelque chose, il laisse d'abord ce qu'il avait à faire, il fait ce que l'extérieur lui demande, et puis c'est ce qu'on appelle le démon soit sympa. C'est dévoué à outrance, il bouscule ses priorités en fonction des impératifs extérieurs. Il ne sait jamais dire non, alors qu'il avait déjà un programme. C'est un démon, c'est une attitude, parfois pas mal, auquel en tout cas on fait face. Mais il faut se connaître tel qu'on est, de manière à trouver solution, en tout cas à voir pourquoi on se comporte comme ça et quels sont les remèdes. Les démons de l'échec en cours nous empêchent d'être efficaces et rationnels. Et parmi ces démons, nous avons le démon 36 fois la même chose. Évidemment, lui, c'est comme l'âne, il ne capitalise pas les fruits des succès, même les échecs. Il fait la même chose, il trébuche, il recommence. Il a l'impression qu'il n'en a pas assez de temps ou bien il n'y arrive pas. Donc, il est accablé par un démon, 36 fois la même chose. Et le démon ne t'arrête pas. Sans fin, travail. Comme disait un de mes profs, M. Dister, l'arbre ne monte pas jusqu'au ciel. À un moment donné, vous allez être fatigué. Il faut savoir s'arrêter, se ressourcer de manière à répartir. Mais quand on fait tout à l'infini, sans repos, évidemment, ça amène d'autres attitudes, évidemment, d'autres problèmes. On ne termine pas, on a l'impression que ça n'avance pas, parce qu'on veut tout faire à la fois. Les démons ne t'arrêtent pas. Ces démons nous disent, allez, voilà, continue, tu as encore de la force, alors que comme disais-je, l'arbre ne monte pas jusqu'au ciel. À un moment donné, la force commence à diminuer et on a l'impression qu'on perd le temps. Évidemment, c'est un bouffeton. Évidemment, j'ai repris ces démons dans la synthèse que je fais de manière à nous identifier par rapport à ces démons. Et l'objectif ici, c'est de nous reconnaître et trouver des solutions. Mais quelles sont les pistes de solutions par rapport à tous ces démons que nous avons, qui nous accablent, auxquels on se reconnaît par notre attitude? On ne sait jamais dire non. C'est de vous par rapport aux autres. On a des beaux projets, mais on n'en réalise aucun. Et voilà. La première chose à faire, c'est faire la chasse au gaspillage. Ce qu'on appelle gaspillage, en fait, c'est tout ce qui nous bouffe le temps. C'est tout ce qui nous empêche de continuer. Évidemment, il y a des causes. Il faut trouver ces causes. Il y a les causes qui sont intrinsèques, qui sont en nous. Nous sommes nous-mêmes responsables. Mais il y a des causes qui sont extérieures. Les causes qui sont en nous, ce sont des faiblesses. Ce qui vient des autres, c'est des menaces. Mais on peut, n'est-ce pas, les reconnaître. Et une fois encore, je disais, les reconnaître, c'est pour trouver des solutions. Les causes internes à nous, ça nous colle. C'est notre attitude, c'est notre manière de faire. C'est notre habitude, en fait. Le manque d'objectifs personnels et de priorités. Ça, c'est parfois, on fait des choses, on a un objectif, mais parfois pas trop clair. On se lève le matin, on ne sait pas trop bien de quoi sera fait la journée. On construit les programmes de la journée, parfois sur le champ. Il est évident que, au final, on arrivera
à percevoir qu'on n'a pas réalisé certaines choses de la journée. Ça, c'est une première cause interne à nous. Mais il y a aussi le manque de rigueur et de discipline. Discipline, même Dieu, dans la gestion du temps, il y a encore vendredi au séminaire de l'Église, nous avons parlé de la gestion du temps, la discipline, même Dieu, en tout cas au travers des Saintes Écritures, a parlé de la discipline dans la gestion du temps. Parfois, on a dit à 9h je serai là, mais à 9h, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a reçu les rendez-vous. C'était à 9h. Nous nous sommes dit que nous allons quitter à 7h40, mais à 7h40, le pasteur était déjà là, mais en tout cas, nombre d'entre nous n'étions pas encore là. Le manque de rigueur, de discipline, lorsqu'on a fixé un rendez-vous, surtout un rendez-vous avec un rendez-vous du Seigneur, en tout cas, comme celle-ci. La procrastination. La procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Demain, non, je ferai demain. Demain, c'est sans doute je le ferai. Papa, demain, on va faire... Non, demain, on va faire ça demain. Mais demain, il y aura encore un autre programme qui va apparaître. Parfois, on sous-estime même on n'intègre même pas les inconnus de demain, mais on programme déjà demain. Demain. C'est ce qui colle à nous. Nous devons nous le reconnaître par rapport à ça. Et la difficulté à dire non. On ne dit jamais non. Moi, j'ai des collègues comme ça, qui ne disent jamais non. On l'interrompt, très gentil, disponible toujours. C'est bien, c'est une bonne attitude. Mais parfois, ça vous dérange par rapport à votre programmation de la journée. Il faut bien savoir dire non. Évidemment, déléguer, on veut faire tout soi-même. Alors que c'est bien clair que vous pouvez déléguer, et pour être efficace, chacun sera efficace. C'est lui à qui on a délégué, et vous-même, peut-être, vous allez vous concentrer sur des choses beaucoup plus essentielles. Mais comme on veut tout faire, même dans nos ménages, même dans le cadre de nos activités professionnelles, on veut tout faire par soi-même. Évidemment, il arrive qu'on ne termine pas tout. Et qu'on ne termine parfois rien, parce qu'on veut faire trop à la fois. La difficulté à prendre une décision. C'est oui ou non. Je vais le faire, mais je ne sais pas encore. Il y a un rendez-vous, j'irai, je ne sais pas encore, je n'irai pas. Ça dérange soi-même, mais ça dérange aussi par rapport aux autres. C'est une liste non exhaustive. Il y en a plein. On peut s'identifier. En tout cas, on a soi-même. C'est une analyse trop qu'il faut faire de manière à relever ses faiblesses, les causes de nos bouffetants à nous-mêmes. Il y a aussi des causes externes qu'on appelle analyse SWOT. Donc, analyse SWOT, pour ceux-là qui veulent savoir, l'analyse des forces et faiblesses, analyse des opportunités et menaces. Ici, les causes externes, les causes qui ne dépendent pas de vous, mais qui dépendent des autres. Évidemment, il y a une réunion de famille à 13h, il y a une réunion de l'église à 14h, on rentre, réunion des parents, évidemment, vous êtes soumis à toutes ces contraintes. Vous ne savez pas dire non. Évidemment, il faut faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Il faut en choisir une réunion ou deux, en tout cas, où on ira être efficace. Et il faut en dire à d'autres, en tout cas, je ne saurais pas y aller. Des réunions trop fréquentes. Surtout dans le cadre professionnel. Parfois, moi, j'ai des responsables, des chefs de service. Il n'est jamais dans son bureau. Il a réunion aux finances, il revient, il a réunion au ministère, il a réunion avec les syndicats. Et finalement, trop de réunions. Ça ne dépend pas de lui, mais il faut en tout cas se reconnaître par rapport à ces difficultés et voir ces difficultés en face et choisir, c'est renoncer, savoir dire non à certains et privilégier les autres et être efficace dans ces où on peut assister, enfin, dans les réunions où on peut assister. Les entretiens ou les réunions mal préparées, les visiteurs qui arrivent à l'improviste, les réunions mal préparées, nous parfois, on est arrivé à des réunions, vous êtes convoqué à une réunion, dans le cadre de la communauté angolaise. Parfois, j'arrivais, le secrétaire général m'appelle. Bon, il y a un agenda, mais parfois, on va commencer politique, puis rentrer, n'importe quoi, ou même pas du tout. Mais tout se crée sur place. Moi, je crois qu'en tant qu'homme, en tant que responsable, nous pouvons éviter ce genre
ce genre de choses. Tout préparer. Nous vivons dans un monde monochronique, dans une culture monochronique. Nous devons nous défaire surtout de l'image qu'on fait de nous. Je suis allé il n'y a pas longtemps en Angola. On me dit, ça, ce qu'on reconnaît aux Belgicains, en tout cas aux gens qui viennent de l'Europe, c'est la ponctualité. Mon Dieu, ils ne supportent plus le retard. Effectivement, quand on est là, on essaie de faire tout pour, évidemment, dans le cadre des rendez-vous, pour être en règle, pour être là, ponctuel. Évidemment, ça nous attire des succès, des reconnaissances. Mais en réalité, la monochronique, enfin, la polychronique est en nous. Ici, parfois, pour être à l'heure au rendez-vous, on a du mal. Mais nous nous distinguons, en tout cas à l'étranger, au Congo, en Angola, partout, on se distingue. Là, on dit, là, je reconnais les Belgicains. Quand vous êtes là, en tout cas, James, il a toujours été là à l'heure. Dans toutes les réunions, évidemment, on ne supporte plus. De plus on baigne, de plus on se dit, mais mon Dieu, il est 16 heures. Le rendez-vous est à 16 heures. Mais à 16h30, il n'y a encore personne. Voilà. Donc, il y a des choses qui s'imposent à nous. Mais il y a des choses que nous pouvons aussi améliorer. Le manque d'informations ou d'informations incorrectes, ou même pas du tout, pas d'informations du tout. La mauvaise organisation des autres. Il nous appartient, nous vivons dans un environnement où nous avons de la famille, nous avons des collaborateurs, nous avons les autres. Pour les serviteurs de Dieu, il y a les autres. Il faut, en tout cas, nous sommes soumis à certains égards à nos pasteurs pour que nous soyons, en tout cas, encore bien organisés. Mais il arrive que même les autres, comme on n'est pas organisé comme le pasteur, ou en tout cas les responsables ne nous organisent pas bien. Voilà. On est encore là, parfois confus, des responsabilités confuses, les décisions non prises ou reportées, on fera demain. On remet, procrastination, on fera ça demain. Et il arrive qu'on ne termine, enfin, on commence rien et donc on n'en termine rien du tout. Voilà les causes externes. Mais il y a plusieurs études, il y a plusieurs recherches qui sont faites dans ce domaine, le domaine de la gestion du temps. Il y a plusieurs propositions. Moi j'en ai pris un, la gestion du temps selon Covey. Covey, c'est un scientifique américain qui travaille sur la gestion du temps. Lui gère le temps selon 4 manières. Il définit le temps en 4 manières que l'on peut visualiser soit dans une matrice avec des éléments en ordonnée et des éléments en abscisse. L'urgence, je vais y aller. La matrice. Covey lui dit il est mieux de gérer les temps de cette manière ici. Dans une matrice, urgent et non urgent, important et non important. Évidemment, il fait le croisement, l'intersection de deux. Important et urgent, c'est le quadrant 1. Évidemment, là, c'est un quadrant. Si on se retrouve dans ce cadran, c'est source de crise, parce que c'est urgent, important et urgent. Ça génère le stress. Le docteur nous parlera des AVC, évidemment, c'est source de stress aussi. Enfin, c'est le stress qui en cause aussi. Surcharge, la gestion de crise permanente, parce qu'il faut arbitrer, faire l'arbitrage entre les deux. Parfois, on n'y arrive pas. Et c'est une gestion à court terme, parce qu'à long terme, on ne se retrouvera pas en tout cas. Là, c'est le quadrant 1. Le quadrant 2, important et urgent. Ici, c'est une mesure préventive en tout cas. Il y a très peu de crises, il y a un équilibre. C'est important, mais pas urgent. Il est discipliné. On peut avoir une vision ici dans ce quadrant à long terme. Si on se situe, en tout cas on situe ses problèmes, sa planification de la journée dans ce quadrant,
en tout cas, on élude la crise. Le cadran 3, c'est non important, mais c'est urgent. Il nous arrive parfois d'avoir des choses. On est en train de faire un dossier, on est sur un dossier où on parle avec Madame dans une réunion, le téléphone sonne et ça n'arrête pas. Évidemment, ça s'impose à vous. Et en priorité, on exécute d'abord cet appel-là, mais vous laissez ce qu'il y avait à faire. Urgent, mais parfois, ces appels-là sont moins importants. C'est une vision court-termiste. Ça démontre encore qu'il n'y a pas une planification quand on peut vous arrêter par un coup de téléphone, un collègue qui rentre au bureau, ou bien vous êtes en train de travailler, il y a un enfant qui rentre et on arrête. Et donc, c'est source de problèmes aussi là. Mais c'est une vision court-termiste qui démontre qu'il n'y a pas une planification. Vous n'avez aucune prise sur la situation. Il y a le quatrième cadran, selon Covey, il y a non urgent et non important. Évidemment, si vous avez votre planification des tâches sur la journée qui se retrouvent dans cette planification, évidemment, il faut bien faire attention, sinon laissez carrément, parce que ce n'est pas ni urgent, ni important, donc il faut le laisser. Évidemment, il préconise une deuxième manière d'analyser l'importance, c'est à déterminer les priorités. Il commence par l'importance. Une tâche est-elle importante ou pas? Si oui, est-elle urgente ou pas urgente? Si c'est urgent, évidemment, priorité 1. On se trouve dans le cadre 1. Priorité des priorités. Mais priorité 1, source de stress. Il faut éviter. C'est important, mais non urgent. Priorité 2. Oui, c'est important, mais priorité 2. Ou c'est non important, mais c'est quand même urgent. Je parlais tantôt du coup de fil qui arrive à l'improviste, qui rentre dans le cadran 3. Et le cadran 4, où c'est non important et non urgent, priorité 4. Covey, lui, priorise, n'est-ce pas, ces tâches de la journée et de manière à les ordonner, pour, évidemment, choisir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'il faut faire, en quel moment, combien de temps ça va durer. Évidemment, il y a des lois de la nature auxquelles aussi on s'identifie, auxquelles il faut bien se résoudre, en tout cas se rendre compte. L'intérêt ici, être attentif à certains comportements qui est inhérent à notre nature en tant que telle, en tant qu'homme. La loi de Parkinson, qui dit plus on a le temps pour réaliser une tâche, plus elle prendra du temps. Évidemment, l'exemple que je prenais tantôt de mon entretien, de mon échange avec le président national, on a parlé lors de la convention, on avait, je crois, un mois. Un mois, j'ai dit, j'ai le temps. Parce que je me dis, j'avais le temps, et voilà, j'ai pris presque un mois. Mais si on raccourcissait ces délais, on me donnait encore même 2 jours. D'ailleurs, je le fais en presque 3-4 jours. Mais j'avais un mois pour le faire. Mais je ne l'ai pas fait. C'est une nature. Ça colle à nous. Il faut aussi être attentif à ces genres de lois naturelles. La loi de Pareto, qui est aussi dit parfois la loi 20-80. L'essentiel prend 20%, pardon, par rapport au temps évidemment ici, la loi de Pareto aussi utilisée en finance, en marketing. Ici, l'essentiel nous prend 20% de notre temps. L'accessoire nous prend 80%. Il faut simplement s'interroger. Peut-être qu'il y a une habitude à changer. Peut-être que vous ne savez pas dire non. Il faut donc se rendre aussi compte de cet aléa, de cette
loi de manière à pouvoir savoir se contrôler et à planifier ses activités. La loi du moindre effort, ou la loi du nom de son fondateur qui est un biologiste, la loi Laborite. Pour lui, l'homme est doté d'un programme qui nous fait fuir le stress. Évidemment, naturellement, on choisit ce qui est plus faible par rapport à ce qui est plus fort, enfin, facile à ce qui est plus difficile, naturellement. On choisit ce qui est plus urgent par rapport à ce qui est important. On choisit ce que nous savons faire par rapport à ce que nous savons, enfin ce qui est nouveau, ce que nous ne savons pas faire. On fait d'abord ce qu'on sait déjà faire, alors qu'on peut peut-être aussi commencer par ce qui est nouveau. Ce n'est pas mal aussi, mais le tout de voir, de prioriser en tout cas ce qu'il faut faire, ce qui est facile par rapport à ce qui est difficile. Parfois, ce qui est difficile est plus prioritaire que ce qui est facile. Se rendre compte de cette loi de la nature nous permet, il est essentiel donc de s'interroger sur votre critère de priorité. Donc, se rendre compte, comme disais-je, nous permet aussi de nous identifier et trouver des solutions par rapport à ça. Il y a aussi une loi, il y en a plusieurs, j'en ai cité certains dans le cadre de cette information. Faire le travail en continu prend moins de temps que le faire en plusieurs fois. Évidemment, ici, la loi dit chaque fois qu'on arrête à faire quelque chose, d'ailleurs, on le reprend plus, j'en ai beaucoup plus trouvé de cas, enfin, on revenait plus lorsqu'on faisait la formation doctorale. Lorsqu'on est en train d'écrire un chapitre et qu'on arrête 1 ou 2 jours, quand on reviendra, il y a un temps de s'imprégner d'abord de où on était. Et c'est un bouffe-temps, on perd le temps. Évidemment, il y a contradiction parfois à ce qui a été déjà dit auparavant. Mais c'est de vous reconnaître dans ces genres des aléas pour trouver une solution. Quand on s'arrête, trop d'interruptions, ça fait perdre le temps. Et le faire une fois parfois, on a fait et on a terminé. Évidemment, s'il y a une date de début, une date de la fin, je crois que tout dépend de la planification. Donc voilà, on reconnaît, si on peut s'identifier à un certain démon, il y a toujours des solutions. On tient compte des lois de la nature qui nous accablent parfois. Il y a moyen de trouver des solutions. Ici, il est important que les activités soient du type 2, en tout cas lorsqu'on travaille selon COVE. Si vous avez des activités dans le cadran 2, c'est important, mais moins urgent. Tout ce qui est important, peut-être que vous avez délégué, ça permet à ce qu'on trouve des solutions. Évidemment, il faut recadrer toujours ici, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que responsable de l'Église, en tant que responsable des services, en tant que responsable des hommes. Il faut trouver son compte dans cette explication pour qu'on puisse bien exploiter la matière de ce matin. Il faut s'interroger simplement chaque fois qu'on fait quelque chose. L'idée, c'est de pouvoir profiter, d'être habile dans ces planifications. Éviter évidemment les situations ou les tâches qui se retrouvent dans le cadran 1. Cadran 1 important et urgent. Il y a une planification, il y a une bonne méthode de faire la planification qui s'appelle NERAC. Je ne me souviens plus de l'auteur, mais en tout cas, il y a un scientifique aussi qui a proposé ça. NERAC, N, c'est noter. Noter toutes les activités, les tâches à accomplir sur la journée. On peut faire une programmation sur la journée, ou bien sur la semaine. Évidemment, sur la semaine, ça appelle à des corrections au fur et à mesure. Sur le mois, sur l'année. En tout cas, notez toutes les activités que vous avez à faire. Et estimer la durée. Si vous estimez la durée,
Ça vous permettrait en tout cas de vous concentrer dans ce laps de temps, en prévoyant évidemment des temps de pause, des temps de tout ce qui peut, enfin, disons, des imprévus. On peut y arriver. Et réserver du temps pour les imprévus, voilà ce que j'allais dire après. Le R, c'est réserver le temps pour les imprévus. Et A, c'est arbitrer par priorité. Lorsqu'on a identifié l'important et l'urgent, toujours par rapport à ces objectifs, il y a moyen de l'arbitrer, de déléguer aux besoins. Et le C, c'est à la fin, c'est évaluer la manière dont vous avez organisé la journée, et évidemment a posteriori, si c'est fait ou pas fait. Il y a aussi des planifications annuelles. Là, je parlais d'une planification par jour. Ça peut être par jour, mais ça peut être aussi par mois, ça peut être par l'année. Évidemment, sur l'année, c'est identifier les gros agrégats, les rendez-vous annuels, et utiliser au maximum, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent l'agenda, mais les agendas, il y en a plein. Parmi nous, dans le GSM, nous en avons. Dans nos laptops, nous avons des agendas. Dans nos smartphones. Mais il y a des agendas papier aussi, mais qu'on n'utilise parfois pas. Il y a des heures, et même certains avec les minutes, mais parfois qu'on n'utilise pas. Parce qu'on n'a jamais fait attention à cette problématique, la gestion du temps. Et à la fin, on estime qu'on a trop à faire parce qu'on est soi-même responsable de ses propres manques de temps. Les agendas électroniques, disais-je, dans nos bureaux, dans nos smartphones. Il existe aussi d'autres outils pour les grosses planifications. J'imagine bien lorsque Maestro Didier organise avec les autres, toute l'équipe, le cortège de pasteurs qui regorge notre église, il y a une planification et même il y a des dates. Les dates, il y a un outil, le diagramme de perte, où vous identifiez chaque domaine, chaque tâche a sa durée de début et de fin. Et à la fin, vous tracez même les chemins critiques, les chemins qui vous permettent d'arriver au plus rapide. Donc, ce sont des outils à notre disposition. Nous sommes des hommes. C'est dans notre capacité à réfléchir sur ce que nous sommes, à nous interroger sur ce que nous sommes. Et si, en tout cas, s'il y a des faiblesses, les démons auxquels on se reconnaît, s'interroger et trouver des solutions, trouver des réponses. Les outils, il y en a beaucoup. Dans la littérature, il y en a beaucoup. Voilà qui clôture notre prélude, notre intervention de ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Papa Jens. Je voudrais peut-être demander s'il y a quelques questions. Voilà. Voilà, nous avons à peu près 7 minutes pour des questions. On va commencer par la question de notre frère. Vous pouvez donner le micro à notre frère, comme ça il peut poser sa question. Oui, voilà. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que des fois, quand on est bien en forme, on va faire quelque chose en 5 minutes, alors que si on n'est pas en forme, ça va nous prendre une demi-heure, 1 heure, etc. Donc, moi, personnellement, je fais une sieste d'1 demi-heure après manger, vers 1 heure. J'ai un peu regardé un peu ça, et apparemment, quand on fait une sieste, pas trop dépasser 1 demi-heure, on est beaucoup plus efficace après, dans la fin de la journée. Et d'après ce que j'ai compris, en Chine, il est obligatoire de faire la sieste, tellement ils se sont rendus compte que les gens étaient beaucoup plus efficaces après une petite sieste, et que finalement, au bout de la journée, on avait fait beaucoup plus de travail que si on n'avait pas, entre parenthèses, perdu 1 demi-heure qui finalement a été largement rattrapée après. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, merci pour votre exposé, c'était bien et c'est intéressant. Merci. Merci. Je crois que c'était plus une observation qu'une question.
il y en a qui a une question. N'hésitez pas. C'est aussi la beauté de ces rendez-vous, la beauté de cet échange, c'est nous interpeller. Bonjour, je m'appelle Elo, je viens de la Nouvelle-Jérusalem d'Asselt. Ce n'est pas du tout une question comme telle, c'est une question technique. Est-ce que c'est possible d'avoir le slice qu'on a vu défiler ici à partir des responsables des différentes églises? Merci beaucoup. Absolument. Le président national, en tout cas qui connaît les adresses des différentes églises, en tout cas qui j'ai donné, il y a eu des corrections que j'ai fait encore ce matin. Je vais donc vous renvoyer une autre version quand je vais rentrer. C'est la gestion des temps. Voilà. Jusqu'au matin, on travaille encore. Et chaque fois que je lis, je retrouve, non, je dois rajouter, je dois enlever la gestion du temps. Voilà. Oui. Oui, je m'appelle Jean-Pierre et j'aimerais bien vous poser une question sur les deux concepts que vous avez développés, si bien développés. C'est le concept polychronique et le concept monochronique, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors, ma question est ceci. Est-ce que dans les deux concepts, bon, je prends le cas du concept polychronique qui concerne beaucoup nous les Africains, Oui. est-ce que ce n'est pas lié à la sociologie d'un groupe de personnes ou bien d'une entité politique ou bien d'une entité, disons, d'hommes? Est-ce que c'est lié à la sociologie ou bien ce n'est pas, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la nature même de ce groupe-là? C'est la question que je veux vous poser. Ou bien ce sont les hommes même qui se sont imposés la gestion du temps. En tout cas, moi je ne crois pas que c'est lié à la nature. C'est peut-être sociologique, vous savez. Même ici, je disais, la culture monochronique qui prévale en Occident ici date de la révolution industrielle. Ça veut dire qu'il n'était pas comme ça avant. Mais ils se sont rendus bien compte qu'il faut tout programmer. Faut tout programmer. Ce n'est pas lié à la nature, c'est lié plus à la société. Je crois que nos parents, nos grands-parents avaient l'habitude, ils se mettaient debout pour regarder quelle heure il est. Évidemment, ça n'était jamais juste. Ça n'était jamais juste. C'est à peu près quand son ombre est dilué sur lui, il dit qu'il est midi. Mais on ne sait pas, midi 30, midi quart, midi 20, midi 30. C'est difficile à reconnaître. Et quand tout son ombre est étalé sur le sol, il dit il est presque 18 heures. Donc c'est lié à la sociologie. Mais je crois que les Portugais avaient défini, je travaille aussi dans ce domaine, des recherches très empiriques où ils ont défini en fait ce qu'ils appelaient assimiler. Et pour être assimilé, évidemment, il faut se défaire de cette manière de faire, de penser, prendre la montre. Déjà, si vous parlez portugais à l'époque, vous parlez portugais déjà, et même si l'école était interdite à certains, vous parlez portugais, mais aussi vous utilisez votre montre, c'est un signe d'assimilation selon eux à l'époque. Donc moi je crois que ce n'est pas lié à la nature. Non, on n'est pas comme ça. On peut changer, on peut changer. Nous pensons que c'est vrai, ce n'est pas lié à la nature, mais on ne peut pas non plus écarter l'influence de la climatologie, du soleil, de l'environnement, de tout ce qui peut affecter le comportement de l'homme. Je ne sais pas s'il y a des sociologues qui peuvent me compléter. Parce que je pense que, d'ailleurs, vous l'avez vous-même reconnu, que les Africains qui évoluent ici attrapent quand même d'autres comportements. Parce que ici, en Europe, quand il fait froid et que tu marches très vite, hein?
Mais chez nous, avec le soleil, tu es relax, allez-y. Je m'arrête là. Effectivement. C'est vrai. Ce qui est naturel est difficile à changer. Je crois que c'est sociologique, c'est par rapport à l'environnement auquel on évolue. Il y a encore une question. Bonjour, David. Donc, on a évoqué rapidement la délégation des tâches tout à l'heure, et également on a parlé de la matrice de Covey. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure est-ce que vous pensez que on peut utiliser justement la matrice de Covey pour déterminer quelles tâches sont les plus pertinentes à déléguer par rapport au cadran dans lequel elles se trouvent. Mais évidemment, quand vous dites vous-même, il y a une tâche qui est urgente, mais urgente par rapport à quoi? Ou important par rapport à quoi? Je crois qu'il faut d'abord commencer par définir ses objectifs. Chaque chose est urgent ou important, c'est par rapport aux objectifs. Et dès qu'on a fixé les objectifs, on peut savoir si c'est urgent ou pas urgent et les classer dans un cadran ou dans un autre. Mais je crois que c'est tout par rapport à votre planification, à votre objectif à atteindre. Oui, la délégation, évidemment, si vous estimez que c'est important, mais sinon urgent, soit vous le déléguez, mais en tout cas, vous le mettez dans un autre cadran. Mais en tout cas, ici, je crois que je compléterai même encore ces tableaux. Le président national m'avait demandé de ne pas dépasser 20 slides. J'étais dans cet effort-là. Mon objectif était absolument d'avoir 20 slides. Mais quoi que j'ai fait, je ne suis pas arrivé. Donc, mais je vais compléter ces tableaux de manière à être beaucoup plus explicite et à donner, en tout cas à ceux-là qui veulent utiliser cet outil, de s'en servir au mieux. Mais en tout cas, c'est bien indiqué. C'est par rapport à votre planification. Par rapport à votre planification. Et évidemment, vous déterminez si c'est urgent ou pas urgent. Ce qui est urgent pour moi, peut-être, n'en est pas pour vous. Ce qui est important pour moi dans mon planning, n'en est peut-être pas dans mon planning de demain. Voilà. Oui. Oui, c'est le frère Nikias de Bruxelles. Tout à l'heure, on a parlé de la délégation et je me suis dit, si on n'a personne à déléguer, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut arriver. Et nous avons dit qu'il y a des démons qu'on a parlé quelque part. Et je voulais demander s'il y a la place de la prière en cela. Évidemment, votre planification, nous gérons encore le temps aujourd'hui. Tout dépend de votre culture en tant que monochronique ou polychronique. Je vais rapidement donner un exemple. Deux individus avec un même agenda. Ils ont la même tâche à réaliser avec la même séquence. Un événement soudain survint. Évidemment, il y a deux manières d'agir. Pour un polychronique, il va chercher à tout prix d'insérer cela, bouger de dates, déplaire certaines personnes, en tout cas s'il travaille en équipe. Mais un individu monochrone va repousser ça, ou peut-être chercher un temps libre après. C'est une manière de faire. La prière, en fait, votre programme de la journée, c'est par rapport à vous, ça vous colle, c'est votre programme à vous. Évidemment, si on fait un diagramme, j'ai éludé cette slide. S'il y a un diagramme, faites un diagramme, même chez vous à la maison. Déterminez vos tâches, déterminez le temps que vous donnez à ces tâches-là. Évidemment, il y a 24 heures sur la journée, il y a 8 heures de sommeil au maximum, au minimum, on peut aller jusqu'à 4 heures, 5 heures. Intégrez tout ce que vous voulez et puis ordonnez ça par rapport à vos objectifs. L'objectif d'un enfant de Dieu, c'est aussi prier, savoir une heure pour Dieu, un moment pour Dieu. Évidemment, vous allez l'intégrer. Le prioriser, à quel niveau, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc, votre programme, votre planification, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous de le prioriser par rapport à vos objectifs. Et voilà tout ce que je vous ai dit par rapport à ça. En tout cas, je crois.
Je vois il y a plusieurs mains qui se sont levées, mais j'aimerais bien que nous puissions respecter les temps. Nous sommes dans la gestion des temps. Ne succombons pas à la tentation de pouvoir aller plus loin et ne pas respecter la raison pour laquelle nous sommes là. Et de l'autre part, je comprends que vous avez besoin de comprendre, puisque c'est la gestion des temps, il faut qu'on les comprenne pour bien gérer ces temps. Alors je vais prendre quelques mains. J'aimerais voir d'abord, oh là là, il y en a plein. Et une seule chose, je n'aimerais pas qu'on se répète. Puisque très souvent, la même question qui a été posée à gauche, et quelqu'un d'autre la reprend, et ça, je vais peut-être arrêter, je vais vous demander de pouvoir poser les questions qui ne sont pas encore été, qui n'ont pas été encore posées. Et oh là là, mais il y a plusieurs mains. Non, on va prendre deux questions. On va prendre deux questions. Voilà, d'accord. Voilà. Il y a aussi le temps de pause. Vous pouvez donner le micro, que tout le monde dit et... Il y a le temps de pause Non. aussi. Je vais prendre peut-être 3 questions seulement. Comme ça, on va respecter les temps. Donc, je vais prendre 3 questions. On les pose en même temps et l'orateur répond à toutes les questions-là à une seule fois. Comme ça, ça sera bon. Donc, on va prendre le frère là. Ah, il y a déjà quelqu'un. Ok, voilà. Allez-y. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà, j'ai suivi un peu tout ce que vous avez dit. Voilà, je me rends compte personnellement qu'il n'y a pas vraiment un système idéal. Le système monochrone est là et polychrone aussi. Mais aujourd'hui en Occident, le système monochrone est utilisé. Mais on se rend compte que ce système aussi ne donne pas vraiment l'image d'un homme comme il faut. Preuve qu'il y a beaucoup de cas de maladies, beaucoup d'employés se plaignent, beaucoup d'employés sont souvent malades à cause d'un système régulé. Donc les gens travaillent comme des machines. Je pense que quelque part, il doit y avoir un problème. Par contre, le système polychrone, voilà, ça je n'ai pas de commentaire à faire. Voilà, ma question est surtout pour monochrone. Voilà. Amen, le frère Jean-Marc de Fleurus. C'est pour ce système aussi d'efficacité dans la gestion du temps, surtout pour l'Église. Est-ce qu'il est important aussi de savoir, pour pouvoir déléguer une tâche aux personnes, que les gens ou les hommes de l'Église puissent donner leur qualification pour que celui qui va déléguer les tâches puisse donner les tâches aux personnes qui en sont capables et qui en sont efficaces et gagner du temps. Je serai très bref. Oui. Je félicite de tout cœur cet exposé. Monsieur Ndongala, vous avez fait preuve de vos compétences. C'est un vœu que pour attirer l'attention de tous mes concitoyens dans cette salle. Votre cours, c'est un cours ça, la gestion du temps est l'équivalent de ce qu'on appelle à l'armée REI, révision des exercices de l'infanterie, qui se trouve être la base de toute armée, la base de discipline de toute armée, et qui est la condition sine qua non pour le développement de n'importe quelle armée du monde en termes d'efficacité. Pour la vie civile, ici c'est des civils, nous sommes tous des civils, sans la notion de la gestion du temps, la race noire à laquelle nous appartenons ne réalisera rien sur cette terre. Je prends le contre-pied. Ce n'est pas lié à la sociologie, puisque nous aussi, nous sommes des Noirs. Mon aîné Mbanza est de ma génération.
Il a grandi dans une ville la plus industrialisée du Congo. Il ne peut pas me dire qu'à Éville, nos parents n'étaient pas ponctuels. Moi, j'ai grandi à Chikapa. Nos parents étaient très ponctuels. C'était des Noirs, ce n'étaient pas des Européens. Le phénomène ici que je déplore de tout cœur est le fait des jeunes générations qui ont vécu dans les États où il y a non-État, où il y a État de non-État. C'est ça la vérité. Merci pour la question. Apparemment, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque qu'on voudrait bien peut-être en discuter dans d'autres moments que celui-ci. Donc nous allons passer vraiment aux questions qui concernent l'exposé. N'analysons pas trop loin, parce que là, l'analyse est partie beaucoup plus loin que ce que nous avons parlé aujourd'hui. Oui, bonjour. C'est le frère Éric de Charleroi. J'ai une question à poser. Je pense que nous devrons, nous, les Africains, nous décomplexer avec notre état d'esprit par rapport au temps. Parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Je pense que les deux sont bonnes, comme Papa Clément a dit. Moi, j'aime l'image quand un homme arrive chez un homme sage, par exemple en Afrique, pour lui poser une question. Et on prend tout son temps pour répondre à la question sans regarder l'heure et donc aller au fond des choses. Donc moi, je vois ici, en fait, la méthode, ici en Europe, on regarde par rapport aux objectifs. Qu'est-ce qu'on veut avoir? On est très opté sur le matériel, alors que l'Afrique, c'est sur le bien-être. Alors le bien-être, on a peut-être moins d'objectifs, on veut être à l'aise et avoir le bien-être. Alors ici en Europe, on voit, on observe que le bien-être n'est plus tellement. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, ils sont très matérialistes, on a tellement des avoirs, millionnaires parfois, mais qui se suicident et qui perdent. Alors nous, on est plus dans le spirituel. Donc l'idéal, c'est de vraiment avoir, ce que je pense, ce serait d'avoir les deux. Posez la question, bien-aimé. Nous avons besoin de questions et pas de... Oui, dans le modèle, oui. Parce que oui, c'est une question. La question, c'est quoi? La question, ne serait-il pas mieux de faire l'exposé en assemblant, en ayant la corrélation entre les deux méthodes, au lieu de plus opter sur une seule méthode? Voilà, c'est un peu ma manière que j'ai... Merci la manière de voir les choses. Voilà, on va s'arrêter là et les frères vont répondre et nous allons passer au sujet suivant. Évidemment, ça va générer les reddits. Il n'y a pas un système qui est meilleur que... Enfin, une culture qui est meilleure que l'autre. Ici, ce n'était pas mon point de vue qui avait été donné dans ce sens-là. J'ai dit, Edouard Hall, lui, il a distingué deux systèmes, deux cultures. Et il a paraphrasé la culture européenne, enfin disons occidentale. Dans la gestion du temps, Henry Ford en a utilisé dans l'usine, mais ça ne veut pas dire que c'est un bon système, c'est une bonne culture. C'est à nous de voir. Nous avons des objectifs journellement. Le matin, quand on se lève, on a un programme. À nous d'ordonner ces programmes-là par rapport aux objectifs que nous voulons pour cette journée. Évidemment, il y en a des tâches qui vont être déléguées. À un certain moment, on est monochrone pour un certain nombre de tâches. Et dans l'autre, polychrone, on va repousser ou même chercher un autre temps libre par après. Une autre plage ou recaser une tâche qui ne sait pas se retrouver dans la programmation de la journée ou même à 1 heure de la journée qu'on en voulait. Donc, tout dépend de soi. Il faut s'identifier, faire une analyse par rapport à soi-même, une analyse de ses faiblesses, de ses menaces. Il n'y a pas une culture qui est meilleure. Bien entendu, je parlais ici des Portugais qui définissaient l'assimilation par rapport à un certain nombre de paramètres d'adjectifs, dont notamment l'utilisation de la montre. Vous savez, l'heure, tout dépend de vous. Moi, je connais des gens, j'en ai dit encore à mon pasteur il y a quelque temps, des gens qui sont respectés
Évidemment, ils ont d'autres compétences aussi, mais qui sont respectées parce qu'ils ont toujours été là à l'heure. Il vous dit, j'ai besoin de vous, M. Miala, à 12h, et vous vous amenez à 12h05. Il va accepter, mais il vous dira, mais, mon Dieu, il est 12h05. Hein? Il a forgé sa respectabilité, son respect par rapport à l'heure. Il a toujours été là à l'heure. Et d'ailleurs, il est le premier à arriver. Il arrive vers 6h30. Il y a quelques années, il n'avait même pas de GSM. Il dit, quand je suis au bureau, on sait que je suis au bureau. Quand je suis dans le train, je me repose ou je dors. Quand je suis à la maison, on me trouvera là-bas. Donc, il a organisé sa respectabilité par rapport à l'heure. Le temps, c'est à vous de gérer votre temps. Mais ici, on relève simplement, attention à des démons. Identifiez-vous par rapport à ces démons et afin de trouver des solutions. Évidemment, il y a des tâches qui peuvent être déléguées aussi. C'est à vous de voir par rapport à votre organisation, même dans la vie familiale. Donc, c'est à vous de voir. Si vous savez déléguer à un enfant, il y a de plus en plus dans la maison des enfants qui conduisent. Je ne vais quand même pas l'acheter de l'eau moi-même alors que mon fils est là. Cette tâche-là, je peux le déléguer, l'éliminer de mon programme de la journée. Je délègue. Ou mon pasteur, il est là, mais s'il fait tout, il va être... il va avoir le stress et puis c'est pas bon. Peut-être l'aider aussi, mais nous sommes là, à leur côté. Mais ils doivent déléguer aussi. Déléguer, identifier les compétences au sein de l'Église et savoir que, non, à celui-là, je donnerai telle tâche. À celui-là, autre, je donnerai telle tâche. Donc la délégation dépend aussi de l'objectif que le responsable de l'Église s'est fait. Donc, voilà. Maintenant, quelle méthode, comme je disais tantôt, quelle méthode est la meilleure? C'est à vous d'identifier votre programmation de la journée, de faire votre planification. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous priorisez, qu'est-ce que vous ne priorisez pas. Vous déterminez vos priorités en fonction de vos éléments à vous seul. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa James. Alors que nous parlons de la gestion des temps et que chacun de nous a un programme en main, nous constatons que nous avons dépassé déjà de 15 minutes. Vous comprenez que nous avons un sérieux problème. La gestion des temps. La notion des temps est la même biblique. Dieu a pris ces 6 jours pour créer le monde. Et il a réparti les choses de cette manière. Les premiers jours, il a créé ceci, il a créé ceci, il a créé cela. Et la Bible dit encore qu'il y a un temps pour tout. Tout ça, c'est pour nous amener à pouvoir planifier nos activités. Peu importe la manière dont vous planifiez votre journée, mais il faut savoir respecter les temps. Chez nous, en Afrique, on dit, certains Africains, que les Blancs à la montre, et nous avons les temps. Pour essayer de justifier les retards et justifier tant d'autres choses. Mais si nous avons organisé cette réunion, c'est pour que nous puissions organiser notre temps de manière à bien vivre. Le temps, je disais, c'est la vie. Si nous pouvons nous examiner et nous comparer par rapport les uns les autres, on va se comparer peut-être à partir de temps de l'âge. Et l'âge, c'est quoi? Ce sont les années que tu as. Hier, on fêtait encore l'anniversaire de notre jeune pasteur Tito. Et avant-hier, c'était l'anniversaire de 50 ans de notre coach. Et quand on parle de 50 ans, c'est-à-dire, il y a eu 12 mois, des heures et des heures. Et ce sont ces heures-là, ces minutes-là, en les comptabilisant, ça devient un jour. En les comptabilisant, ça devient une semaine, un mois et une année, qui fait que nous avançons en âge et on ne recule pas. Et en avançant, on s'approche vers la mort aussi. Mais ton temps, qu'as-tu fait de ton temps? C'est la raison pour laquelle nous devons planifier notre temps. Chez nous, les ancêtres avaient aussi, ils attendaient les coqs. Quand les coqs chantaient, ils savaient, il était l'heure. Et ils sortaient à cette heure-là pour aller au champ. Et même si tu ne sais pas gérer ton temps très bien, tu n'auras pas l'occasion, pour un agriculteur, tu n'auras pas l'occasion de planter.
Tu dis, oh, j'ai le temps. Alors qu'il faut déjà mettre la semence sous le sol pour que la pluie, la première pluie qui va tomber, puisse arroser tes graines. Maintenant, tu te dis, j'ai le temps. Parce que j'ai le temps, et tu vas continuer à chanter comme la cigale. Et tu n'auras rien. Amen. Le temps aussi, une mauvaise gestion génère des stress. Vous imaginez beaucoup d'accidents en route, c'est dû tout simplement puisque tu roules très vite pour arriver à la réunion des hommes. C'était dit que c'était à 10 heures. Toi, à 10 heures, tu quittes la maison, à l'heure. Et tu commences à rouler à tombeau ouvert pour arriver à l'heure. Et ça aussi, ça peut engendrer des dégâts terribles, irréversibles. À l'hôpital où je travaille, il y a les centres de traumatologie. Quand vous y allez, vous allez voir des victimes de vitesse. Tout simplement pour gagner 1 minute. Il a quitté la maison tard. Tu sais que tu habites en Wallonie et le carrefour de Quatre-Bras, bien, carrefour là, c'est très dangereux et toi tu fonces. Donc nous devons savoir gérer notre temps très bien. Et le stress génère quoi? Génère d'autres maladies. Vous voyez que tout est lié. La manière dont vous utilisez le temps peut vous aider à mieux vivre ou bien peut vous amener aussi à vivre très mal. Les AVC et toutes ces choses-là sont parfois générées. Et les stress, les scientifiques continuent encore à découvrir les conséquences des stress. Et c'est la gestion des temps. Apprenons à bien gérer notre temps. Faire un bon programme, établir les priorités, identifier nos faiblesses et ne pas se voiler la face pour ne pas voir tes faiblesses. Ça, c'est le plus grand défaut. Ne pas reconnaître tes défauts. C'est un grand défaut. Moi, j'ai un grand défaut. C'est parce que j'ai peur des défauts. Comment peut-on se développer sans maîtriser le temps? Il faut qu'on maîtrise le temps. Le temps pour s'aimer, en attendant la première pluie, et alors, tu peux bien vivre une bonne vie, sans stress. Et sur ce point-là que nous allons entrer dans notre deuxième point, qui est les maladies des hommes. Et sur les maladies des hommes, nous allons nous attarder sur, il y en a beaucoup. Si on dit les maladies des hommes, on peut commencer à citer, à en parler plus. Mais quand on parle des maladies des hommes, ce sont les maladies qui sont propres aux hommes. L'urologie traite toutes les pathologies des voies urinaires. Mais ici, quand on parle des voies urinaires, donc c'est femmes comme hommes, nous avons ces voies-là. Mais ici, nous, on va se focaliser sur la pathologie qui concerne les hommes. Particulièrement, on va parler des cancers de la prostate, qui est une des maladies qui tue beaucoup les hommes. Les cancers des seins ne tuent pas les hommes. C'est le cancer de la prostate qui nous tue. Et cela nous concerne tous, comme nous sommes ici des hommes. C'est ces cancers-là qui nous concernent. Nous devons nous prévenir, nous devons les comprendre, les savoir. Vous direz que moi, je suis encore jeune. On dit que c'est dans les cinquantaines. Cinquantaine, c'est pas loin. Il avait trentaine quand je l'ai connu. Aujourd'hui, avant-hier, nous avons fêté ses 50 ans. Donc ça arrive trop vite.
Dans la maladie des hommes, il y a aussi les dysfonctionnements érectiles qui en fait partie, mais sans doute le médecin est là, notre orateur va nous en parler. Et pour ce sujet, nous avons voulu inviter une personne qui est dans le domaine. Nous avons invité un neurologue, le docteur Emmanuel Loufouma, qui travaille dans plusieurs hôpitaux, notamment dans les réseaux Shrek. C'est ça? C'est qui concerne Edith Cavell, Delta et Parc Léopold. Il travaille dans ces réseaux-là. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, puisque nous avons travaillé avec lui pendant plus de 10 ans dans mon hôpital. Et c'est lui qui va nous parler de cette maladie, le cancer de prostate. C'est quelqu'un qui a une longue histoire dans ce domaine, puisque son père lui-même aussi, c'était neurologue aussi. Il est connu à Kinshasa. Et c'est lui qui va nous parler de ça. Je vais pouvoir l'inviter. Voilà, il me signale qu'ils sont tentés de mettre au point quelque chose avec la technique. On aurait souhaité avoir, je demanderai à ceux qui sont au fond, il y a de la place ici qui peut vous permettre de bien voir, puisqu'il y a des images qui nous permettront de bien visualiser le problème. Mais malheureusement, je pensais qu'on allait avoir un bon projecteur, mais la configuration de la salle, ils m'ont dit que ce n'était pas possible de voir ça, donc ils ont déjà les écrans. Mais ceux qui sont au fond n'arrivent pas vraiment. Si vous n'arrivez pas à bien visualiser, vous pouvez venir de ce côté-ci, il y a encore de la place, tout près de l'écran. Comme ça, vous pouvez bien voir. Amen. En attendant, je vais appeler le frère de louange de nous amener dans la louange avec un cantique pour que nous puissions continuer à glorifier le Seigneur. Avec un chant. Je vais laisser les livres. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, nous voulons louer. Nous voulons dire, il est le même. Quel que soit le temps, il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais.
Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Je veux sauter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Oh, Emma, Emmanuel est roi. Emma, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Avec toi Jésus, je règne. Emmanuel est roi. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Oh, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Avec toi Jésus, je règne à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Oh, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Avec toi Jésus, je règne à jamais. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Oh, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Je règne. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Avec toi Jésus, je règne à jamais. Je veux affirmer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Ça c'est merveilleux. Merveilleux. Jésus, suivre Jésus et que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Abandonner le monde, suivre Jésus et que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, Emmanuel est roi.
Alléluia, clamons le Seigneur.